Voilà, alors après, c'est là qu'il faut. Oui, c'est embêtant, oui, parce que je vais peut-être lui dire que ça va faire. Comme mon ordinateur. Ah, il est plus renommé. Attends, je vais lui dire. Ah oui, salut. Ah ben bonjour. Attends. Ah, ça voilà. Y est, salut Didier. Faut mettre le. Salut Josiane. Oui, salut tu me vois? Alors attends, on est avec deux ordinateurs. Oui. Ça, c'est l'ordinateur d'Alexis sur lequel on se truc, mais je suis en train, moi, derrière, de brancher. Mais pas de souci, on a bien 5 minutes. L'essentiel, c'est qu'on est. Je ne trouve plus le lien, attends. J'arrive. Tu vois comment des fois on est un peu coincé. Regarde dans les mails. Et c'est ce que j'ai regardé dans les mails. Mais non, je ne te l'ai pas envoyé à toi. Tu me l'envoies à moi? Non, mais va sur Zoom, tu cliques là, Zoom, tac, vas-y, clique 2 fois, nickel. Connexion. Non. Vas-y, fais annuler. Voilà, nickel, connexion. Là, tu vas là, clique. Bon, tu fais Didier, ce que tu connais. Didier Mignot? Ouais, Didier, pas Mignot. @free. Et ensuite, le mot de passe. Votre mot de passe? C'est 15, et ensuite A majuscule. Voilà. Ensuite, tu vas dans Réunion, comme d'hab. Non. Prochain ou enregistré, je ne sais pas. Les deux. Prochain. Non, mais attends, c'est beaucoup trop compliqué, ça. Je vais faire autrement. J'arrive, hein, Josiane. Mais je t'en prie. Je comprends, moi je maîtrise très très mal. Bonjour. Bonjour. C'est Alexis. Alexis, c'est notre informaticien en chef. Enchanté. Ouais. Il est chef de l'équipe des informaticiens, mais il est tout seul dedans. C'est bien, au moins. Il n'y a jamais de conflit dans cette équipe. Alors attends, réunion, voilà. Est-ce que. Attends. Voilà. Interview Josiane. Rejoindre. Nickel. Ben voilà. Et voilà. Tac. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, il y a du Larsen parce qu'on a deux trucs, non? C'est bon, là normalement, on est bien. On est bien. Tu m'entends maintenant, Josiane? Mais puis je vois, j'entends, tout va bien. Très bien. Bon, ben écoute, c'est super. Oui. On était en train de préparer l'AG juste avant, là. Ah oui. Avec le petit groupe, faire les groupes de travail et tout ça. Et puis, tu as eu le temps de regarder. Tu as vu la lettre qui est arrivée en début d'après-midi ou pas? Je n'ai pas pris le temps, j'avoue. Tu sais, on a eu le décès là, du papa de Georges. Et ah oui, je vous ai envoyé. Oui, 103 ans, mon Dieu. Oui. Ah, dis donc. Un grand monsieur. Ah ouais. Un monsieur qui avait beaucoup d'enthousiasme et de joie de vivre, qui a beaucoup marqué notre existence. Donc, tu sais, après, on se sent tout chose, quoi. Je comprends. Tout à fait à son départ. Hein. Et les derniers temps, il était encore avec toute sa tête ou bien c'était... Alors, totalement, il était aux soins palliatifs, tu vois, là, le dernier mois de sa vie. Ah ouais. Il s'affaiblissait, tu sais, son cœur battait. Ouais, dit à 103 ans. Hein. Donc, il repartait pas, en fait. Il s'affaiblissait. Et voilà, on savait qu'il partait, mais il est parti, quoi. Ouais. C'est toujours un moment important. Hein, ah oui, tu sais, c'est profond, ou de recueillement. Enfin, voilà, donc je me sens... Je vais sûrement avoir accès à mes notes parce que je me sens très présente, mais je suis contente d'être avec vous. Bon, très bien. Alors, on attend. En fait, moi, je suis là au début, mais je vais pas. Enfin, je vais quand même écouter un peu parce que ça. Tu vas nous quitter. Et par contre, on va. Ah, t'as lancé l'enregistrement déjà? Ouais. Mais c'est pas grave, je couperai si. Oui, là, il y aura peut-être pas tout. Oui. Oui, il y aura des possibilités de couper. Et oui, c'est pas du tout direct, hein, ça sera pour mettre sur le site, en fait. Absolument. Oui. Non, c'est parce qu'on a raté, on maîtrisait pas la technique de l'enregistrement dans les groupes de travail.
Oui. C'est justement ça qu'on a vu pour l'AG. Il faut désigner un chef de file et à qui on Oh permet là là, d'administrer oui. avant la réunion. Et il faut que Mais lui. j'admire ces prouesses techniques, ça m'est complètement étranger. Ah Donc, ouais, bravo. c'est fou, hein. Mais oui, mais je suis bête, elle est là déjà. Il fallait que je l'admette. Oh, mais alors, ben oui. Ah, Claude est là aussi, c'est bien. Et Claude est là, mais comme c'est son ordinateur qui a lancé, parce qu'on va. Claude, excuse-nous, on a Oui, je deux t'en prie. ordinateurs, on s'est mélangé les crayons. D'accord. Bon, euh, mais moi maintenant, je fais rien, c'est Claude qui occupe. Bonjour, Claude. Bonjour Josiane, ça fait plaisir de te voir. On est désolé, t'es déjà tellement submergée en ce moment, Ouais. mais bon, voilà. Et Ben puis, voilà, oui. c'est la réalité. Josiane me disait que Georges, son mari, a perdu son papa à 103 ans, qui vient de mourir. Oui, Oh mon Donc, Dieu. le premier jour du printemps. Le premier jour du printemps, Il est il a vu parti. les premières fleurs, mais bon, peut-être même pas, oui. Oh oui, oui, oui. bon, Dans 3 ans. Ouais, on va tâcher d'être efficace et rapide, pas temps, hein. Voilà. Alors, Claude, vas-y, je te Ouais. passe le manche. Moi, fais tout à fait confiance à Josiane parce que dans le groupe de travail, l'exposé était magistral, donc je ne vais pas trop poser de questions, je la laisse parler. Je Donc, pense que ce que vous souhaiteriez, c'est que je redise un petit peu terrain d'entente, sa dynamique, et puis ce qu'on tente de faire avec d'autres collectifs, hein. C'était vraiment ça que je voulais Oui, présenter oui, là. oui. oui, oui, oui. Et puis peut-être la portée globale de votre action, en quoi ça touche, euh, ça contribue à des principes fondamentaux C'est ça. du vivre ensemble et d'une Oui, société solidaire et oui. fraternelle. Voilà. Donc, je vais essayer d'être très, très synthétique pour dire un petit peu qui on est, parce que c'est suffisamment écrit. Hein, donc, c'est depuis avril 2011, donc on va fêter nos 10 ans, hein, cette année. On est présent sur le quartier de Beaubrun-Parenthèse à Saint-Étienne, qui est estimé être le plus pauvre, donc qui fait partie des orientations de la politique de la ville. En fait, la démarche est très simple. On est présent sur l'espace public, au pied des immeubles, tout au long de l'année, par n'importe quel temps, pour aller à la rencontre des gens et pour faire l'effort de comprendre comment la réalité du quotidien se vit pour les familles. Donc, notre accueil est libre, inconditionnel et gratuit. Alors ça, c'est vraiment des principes fondamentaux. C'est la volonté que tous ceux qui le souhaitent puissent nous rejoindre quand c'est possible et utile pour eux. Hein, vraiment. Et nous, on assure simplement ce temps de présence. Donc, on développe une démarche de pédagogie sociale et c'est une démarche assez essentielle aujourd'hui parce que l'idée, c'est vraiment de proposer, de s'adresser à ceux pour lesquels tout devient difficile et surtout ceux dont les aspirations sont prises en compte nulle part. Donc, c'est vraiment, on dit beaucoup, c'est une pédagogie de l'urgence sociale. Hein, on est héritier de pas mal de fondateurs qui se sont toujours adressés à ces populations-là pour lesquelles qui disposaient de très peu de place, hein, dans la société comme citoyenne et qui avaient très peu de possibilités de s'assurer un avenir un peu plus excusez-moi, je suis un peu confuse, mais je vais essayer de me reprendre. Donc, l'objectif de cette démarche, hein, c'est d'être présent et c'est d'être surtout acteur. Hein, c'est vraiment une pédagogie de l'action avec la volonté de transformer ce qu'on estime être inacceptable dans cette société. Donc, pour ce qui concerne les habitants de ce quartier, l'inacceptable, c'est que des enfants aient aucun accès aux loisirs, au sport, partent très peu en vacances. L'inacceptable, c'est que des familles aient très peu de possibilités d'emploi, de formation, et les seuls emplois, ce sont des emplois qui ne permettent pas de vivre décemment, qui sont générateurs de beaucoup de troubles physiques, notamment, on connaît beaucoup de femmes qui sont femmes de ménage et qui développent très jeunes, à 40 ans, j'en connais plusieurs, qui ont des troubles musculo-squelettiques qui les empêchent, de poursuivre leur activité professionnels et qui n'ont pas la possibilité
un reclassement professionnel parce qu'elles n'ont pas, de diplôme suffisant. Elles n'ont pas de niveau scolaire suffisant. L'inacceptable aussi, ce sont tous ces jeunes qui ont beaucoup souffert à l'école, qui ont un parcours scolaire insatisfaisant, qui ont un parcours scolaire par défaut et qui ont très, très peu de perspectives de formation, d'emploi, d'accompagnement, et dont certains partent vraiment à la dérive et dont certains nous inquiètent beaucoup dans l'évolution de leurs problématiques. Donc, l'objectif, en fait, de notre démarche, c'est de rendre visible ce qui est ignoré et très mal compris aujourd'hui, ce que j'ai dit à très, très grossier là maintenant, et de créer une dynamique collective pour régler des problèmes concrets. Donc, la dynamique collective, elle se crée à partir du moment où on s'est allé à la rencontre des gens et où on assure un temps de présence régulier et fiable, où on est attentif à ce qui se manifeste, où on fait l'effort de comprendre ce qui se vit au quotidien pour ces familles. La pédagogie sociale, c'est surtout la volonté de construire une relation de proximité et de se sentir concerné par les problématiques et de se mobiliser avec les personnes pour régler des problèmes qu'on a identifiés ensemble. Je crois que c'est vraiment le cœur et l'ADN de toutes ces démarches. Et dans ces conditions-là, effectivement, les gens se mobilisent, sortent de chez eux et on construit ensemble des liens d'entraide, de proximité, et on réalise des projets. Donc, c'est une démarche qui est assez enthousiasmante, parce que c'est une démarche où les relations sont très simples et très spontanées et vivantes. Donc, le cœur un peu de là où les projets partent et aboutissent, c'est un café des femmes qu'on a constitué il y a plusieurs années. Et là aussi, avec toujours cette volonté d'un accueil inconditionnel, où on part et on vient quand on veut, pour éviter le plus possible les contraintes et pour éviter d'avoir à se justifier sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et ça fonctionne très bien. Et c'est ce qui nous est renvoyé sur le fait que c'est de ça dont on souffre aujourd'hui dans cette société, c'est d'avoir toujours à rendre des comptes et avoir toujours des obligations. Donc, on les évite au maximum. Donc, c'est un espace très vivant où on aborde différentes questions. Et puis, au moment où on aborde une question, une personne arrive à l'improviste et puis elle a un problème à nous soumettre ou une envie. Et puis, on s'intéresse à ce qui se passe. Donc, c'est un petit bazar organisé où on sent qu'en fait, il n'y a pas de temps prévu spécialement pour une réunion. C'est un espace vivant où les gens viennent avec leur réalité. Donc, c'est un lieu d'échange, d'entraide et un espace de décision et un espace de bien-être le plus possible. Donc, ce qui est compliqué en même temps, c'est une expérience micro-locale pleine de richesses, émancipatrice, mais qui ne devient pas pour autant transformatrice. Ça fait 10 ans qu'on est sur ce quartier et on voit des problématiques s'aggraver, des problématiques de santé, des problématiques financières extrêmes. Et il nous semble aujourd'hui, il est indispensable de mettre en évidence que les difficultés que subissent les familles, ce sont le résultat des orientations de nos politiques depuis des décennies, avec le chômage de masse, avec la casse des services publics, avec le non-accès aux droits fondamentaux, avec le cloisonnement des espaces sociaux où on ne se rencontre plus nulle part dans notre diversité. Et là, tout ce que je viens de dire, on sent que c'est quelque chose qui continue d'évoluer et de s'aggraver. Donc, ce qu'on ressent là, depuis ces dernières années, c'est la nécessité de sortir de l'isolement, de sortir de ces approches micro-locales tout en les préservant parce qu'elles sont essentielles, et de s'engager avec d'autres collectifs, avec l'idée de croiser des centres d'intérêt et des préoccupations communes, et de sortir de ces approches micro-locales et de mettre en évidence que ces questions de précarité, c'est des questions qu'on a à poser à l'ensemble de la société, en termes d'inégalité face à l'accès aux droits. Donc, faire société tous ensemble et construire des collectifs. Est-ce que c'est pas trop dense, là, ce que je vous raconte? C'est dense, mais c'est tout très intéressant. Donc, voilà, les gens ils pourront écouter 4 fois l'interview, il n'y a pas de problème. Donc, je n'avais pas envie d'en dire plus par rapport… Alors, ça ne vous embête pas, de me voir, ça me déconcentre complètement. Est-ce que je peux plutôt voir Claude ou Didier? Voilà, merci. J'ai remarqué que la visio me déstabilise si je vois mon visage, en fait.
Donc, c'est pas ça qui est très intéressant. Donc, je ne pensais pas vous en dire forcément plus, mais si on a du temps, je compléterai sur les actions qui se sont développées tout au long de ces 10 années. Hein. Oui, oui, oui. Je voulais insister là maintenant, mais après on pourra y revenir, hein, si vous le souhaitez, sur 3 axes qu'on développe depuis quelque temps et qui nous paraissent pertinents par rapport à l'époque qu'on est en train de traverser. Donc, depuis quelques années, on s'est beaucoup intéressé à l'accès aux vacances pour tous, en mettant en évidence le sens du départ en vacances. Hein, la volonté, ce n'était pas de faire partir les pauvres en vacances, mais de mettre en évidence que les vacances, pour tout un chacun, c'est vraiment l'occasion d'aller voir ailleurs, de faire des rencontres, de comprendre d'autres réalités et petit à petit de sortir de nos cloisonnements, de nos enfermements, de nos présupposés, de nos représentations et de mettre en évidence qu'effectivement, on a vraiment des choses à construire tous ensemble. Donc, ce qu'on a souhaité pour les vacances, c'est de réaliser tous ensemble des premières fois, d'aller dans un espace partagé en commun avec d'autres et de le prendre en main tous ensemble, vraiment à la façon de l'éducation populaire, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous intéresse tous ensemble et on le co-construit. Donc, on a pu partager ce qu'on se rend compte aussi pour tout un chacun, c'est que la nature est un espace de ressourcement essentiel. Et quand on vit dans un quartier, on vit vraiment dans le béton. Et pour certains, si on n'a pas ce souci de l'organisation de sortie, et ben c'est tout au long de l'année, hein, qu'on est dans le béton. Donc, c'est une atmosphère, les gens parlent en termes d'enfermement, de prison, de fond du puits. Quand on sort, on parle aussi beaucoup en termes de peur. Hein, et on se dit que quand on est dans la nature, eh ben, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Enfin, on se rend compte que c'est des espaces qui nous décalent un peu cette réalité asphyxiante et qui fait qu'effectivement, on peut regarder notre réalité d'une autre manière et en se ressourçant, et bien effectivement, après, avoir d'autres possibilités pour nous engager tous ensemble pour construire les choses autrement. Donc ça, les vacances, ça fait bien 6 ans qu'on s'en préoccupe et qu'on réalise des temps ensemble. Et chaque fois, on s'en félicite parce que c'est chaque fois l'occasion de développer des relations intervoisinage qui ont des répercussions tout au long de l'année. Hein, c'est des gens avec lesquels on fait des découvertes, on a des plaisirs partagés, on se connaît mieux, on se comprend mieux, on s'estime plus. Enfin, je convie tout à chacun. Donc ça reste un essentiel pour nous, l'accès aux vacances pour tous. On a senti aussi très préoccupant, mais très rapidement, la question de l'école. Pour beaucoup d'enfants, l'école, c'est une source de souffrance. Et on s'est rendu compte que pour beaucoup d'enfants s'estiment en fonction de leurs résultats scolaires. Donc, comme ils ne sont pas très bons élèves, eh bien, ils disent volontiers, ben, moi, je n'ai pas de service. Donc, on a senti que ça pouvait être un impact assez dévastateur. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui, malgré certains des résultats tout à fait corrects, se tirent même vers le bas, hein, en s'empêchant des orientations scolaires qui rêveraient, en s'escamotant volontairement. Donc, on a senti que cette question de l'école, des résultats scolaires et puis de la place après qu'on peut occuper dans la société était centrale dans toutes les familles qu'on connaît. Donc, on a tenté des choses et au fur et à mesure de nos tentatives, on a pu rencontrer des instituteurs de la pédagogie Freinet qui est vraiment très, très, très proche de cette démarche, hein, de coopération, de co-construction et cette démarche surtout de partir de ce que nous renvoient les gens, les enfants, les jeunes, les adultes, sur leurs préoccupations, sur leurs attentes, leurs aspirations, et de se saisir de ce qui est manifesté pour développer des choses ensemble. Ça, c'est un moteur fabuleux, et les enfants, effectivement, sont très forts là-dedans, hein, pour mobiliser de l'énergie quand ils sentent que leurs envies peuvent trouver une issue favorable. Donc, on a développé avec ces instituteurs toute une démarche en présence de parents autour des questions de l'éducation, de l'école, de la coéducation, de ce qui se passait à l'extérieur de l'école. Et ce qui est intéressant, c'est que ces temps-là se sont développés au moment du confinement, ont été préservés au moment du confinement où on a pu avoir des temps de visioconférence et où on a réalisé que cette volonté
de continuité pédagogique avait mis à mal et les enseignants, les écoles, les familles, et était très illusoire. Ça n'a pas fonctionné. Ça a même mis en grande difficulté énormément de familles au niveau des relations intrafamiliales, au niveau du fait que sans numérique aujourd'hui, on est complètement isolé du monde. Ça a mis en question plein de choses. Et ce qu'on a réalisé tous ensemble, c'est que la continuité éducative aurait permis de se saisir de plein de choses que les uns et les autres, on connaissait, la compréhension qu'on avait des familles, et de pouvoir construire les choses autrement. Et ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est qu'en fait, le temps de vie de l'enfant est concerné à 10% à l'école. Le temps de vie de l'enfant, c'est-à-dire tout ce qui se passe, du sommeil, des vacances, le temps de vie complet d'un enfant, du moment où il est scolarisé jusqu'à ses 18 ans, et que les 90% restants, ça concerne les familles et tout l'espace de la communauté éducative, et qui est très inégalitaire actuellement, notamment pour les enfants qui vivent dans les quartiers et dans les espaces qui sont de plus en plus relégués. Et ce qu'on sent d'urgent et de possible, c'est de construire cette communauté éducative, et on a voulu mettre en route, là, depuis septembre 2020, un laboratoire de coéducation. Donc la coéducation, c'est tout simplement tous ceux qui sont acteurs du champ éducatif, qui sont concernés, enfants et jeunes compris, parents évidemment, et mettre en évidence un petit peu tout ce qui se joue dans ces 90% de ce qu'on vit, et pour voir un petit peu comment les choses peuvent s'organiser en prenant en compte les besoins et en étant dans cette volonté de construire, d'être à même de construire de manière effective notre responsabilité collective dans l'éducation et la protection des enfants. Ça, je trouve que c'est un puissant déterminant de la pédagogie sociale, c'est de se sentir collectivement responsable et de se dire, c'est pas juste les parents, c'est les parents avec tout un tas de personnes qui ont un niveau de compétences différent. Ce qui est compliqué de mettre en route, c'est que si on a tous conscience de la nécessité et de l'intérêt de cette communauté éducative, les liens se sont tellement distendus au fil des décennies dans tous les champs de l'éducation, les cloisonnements sont tellement verrouillés qu'il nous faut aujourd'hui reconstruire un petit peu de la confiance et de la compréhension des uns et des autres. Donc, ça va doucement. L'intérêt et la chance qu'on a aujourd'hui dans ce labo de coéducation qui démarre sur Saint-Étienne, c'est d'être accompagné par Frédéric Jésus, qui est sur Paris. Alors, il était… Ah, ben voilà. Tu le connais? Ben, bien sûr. Oui. Donc là, effectivement, c'est une très belle ressource. Dont on dispose. Alors, mais il a quel âge, Frédéric Jésus? Pardon? Il a quel âge? Il est à la retraite, donc c'est un jeune retraité, je pense. Ah, c'est un jeune retraité, je le croyais plus âgé. D'accord. Et c'est sur Saint-Étienne ou sur le Chambon-Feugerolles? Les deux. J'ai un compte rendu de ce que vous faites. Merci de le lire, oui, oui. Donc ça avance tout doucement. Ça avance tout doucement avec notre Covid qui envahit partout. Ce qui est intéressant pour Frédéric Jésus, c'est que c'est un ancien pédopsychiatre de service public, et il a été très impliqué, et toujours encore, dans le champ des politiques sociales, familiales et éducatives. Et il est auteur de plusieurs bouquins, dont il y en a que j'ai trouvé central. C'est Coéduquer pour un développement social durable. Et on est aussi en lien, pardon. Faites gaffe à parler dans le micro parce qu'il y a des fois où ça s'éloigne. Ah, désolé. Et on en entend moins bien, c'est ça? C'est juste. Donc, je redis peut-être. On entend quand même tout le temps, donc ça va aller. Ok. Excusez-moi, j'ai tendance à bouger un peu. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, on est aussi en lien avec Catherine Hurtig-Delattre, qui est sur Lyon. C'est une enseignante formatrice. Catherine Hurtig-Delattre. Elle a écrit un très beau livre qui se lit en 2 jours, qui s'appelle « La coéducation à l'école, c'est possible ». Et elle rapporte dans ce livre une expérience de 30 années d'ouverture de l'école aux familles, aux associations. Donc, on est très bien accompagné, ce collectif. On espère qu'il va porter ses fruits. On souhaite vraiment… Frédéric Jésus a écrit un article, a répondu à une interview suite à ce drame d'un enfant qui a été poignardé mortellement à 13 ans. Et Frédéric insiste par rapport à tous ces rixes qui ne sont pas nouvelles, mais qui deviennent très préoccupantes par rapport au jeune âge des enfants qui sont concernés. Il met en évidence effectivement que
la réponse aujourd'hui, enfin, en tout cas, un élément essentiel de réponse, ce n'est pas tant la sanction, c'est vraiment l'organisation des projets éducatifs territoriaux. D'accord. Qui sont pas des nouveautés, qu'il faut simplement mener à bien. C'est pas des trucs. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'invente rien d'extraordinaire. Il existe des choses, mais qui sont très en sommeil aujourd'hui. Donc voilà, sur cette question de la coéducation, je trouve que ça prend vraiment du sens par rapport à tout ce qui se développe aujourd'hui, hein, et qu'on est en capacité de mettre en route. Ça, c'est la bonne nouvelle. Super. Et puis, le dernier travail, en plus, c'est le dernier en date, c'est la constitution d'une association qui s'appelle VRAC. Donc, c'est un acronyme qui dit vers un réseau d'achat en commun. Donc, VRAC existe dans différents territoires de France, notamment à Lyon. Je crois qu'il a démarré à Lyon, d'ailleurs. Oui, à Lyon, avec ATD. Donc, il est parti d'un constat partagé entre la Fondation Abbé Pierre et puis Métropole Habitat sur les déserts qui se sont installés dans toutes les banlieues de Lyon, en l'occurrence à l'époque, notamment tous ces services de proximité qui n'existent plus et entre autres les petites épiceries de quartier. Donc les gens ont plus à disposition des possibilités pour acheter des aliments. Il faut se déplacer très loin. Et puis il y avait aussi cette volonté et cette réflexion autour d'une alimentation de qualité accessible à tous. C'est un acte quotidien, le fait de se nourrir, et le fait de bien se nourrir, c'est très peu accessible au plus grand nombre. Donc, c'est quand même vraiment une question de société inquiétante et préoccupante. La bonne nouvelle, c'est que ça concerne de plus en plus de monde. Donc, on a constitué sur Saint-Étienne ce VRAC. La mise en route est assez simple et nous convient complètement dans notre démarche. C'est le fait d'aller sur les lieux d'habitat des personnes, d'aller à la rencontre des habitants, de se préoccuper de leurs besoins alimentaires, de proposer un catalogue, de mettre à disposition un catalogue de commandes, de saisir les commandes donc sur les lieux dédiés à ça, les structures de quartier, les centres sociaux, les amicales, et donc de rendre accessible le numérique pour toutes les familles volontaires et intéressées, de livrer ces aliments commandés dans les quartiers. Donc, ces aliments commandés sont à prix coûtant. C'est tous des aliments de qualité, bio, locaux. Et d'animer aussi, de proposer très régulièrement tout au long du mois des temps d'animation avec la volonté que l'alimentation, ce soit un plaisir partagé et non une source d'inquiétude, de stress, de culpabilité. Alors, ce qui était compliqué pour nous après le confinement, c'est de réaliser que même le prix coûtant était encore beaucoup trop inaccessible. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on se rend compte dans cette réflexion, c'est qu'il y a une volonté, comment dire, il y a plusieurs axes qui sont concernés. Il y a l'idée, effectivement, de prix accessible et il y a aussi l'idée de rétribution juste pour les producteurs, d'une alimentation, d'une production locale, de sortir de cette grande agroalimentation et de cette grande distribution, de sortir aussi tout un chacun de cette aide alimentaire humiliante où on doit rendre des comptes sur ce besoin alimentaire. Et puis en plus, cette aide alimentaire type banque alimentaire qui n'est qu'une variable d'ajustement des grosses industries alimentaires qui peuvent défiscaliser leurs dons. Donc on sent qu'effectivement, il y a un enjeu énorme de société qui concerne nos problématiques d'environnement, cette urgence sociale où les gens sont de plus en plus à s'inquiéter de comment ils vont se nourrir tous les jours. Moi, je connais de plus en plus de familles qui aujourd'hui s'efforcent de remplir des dossiers de surendettement et s'inquiètent de pouvoir obtenir des colis alimentaires. Donc, c'est prégnant dans de plus en plus de familles qu'on connaît et c'est évolutif. Et donc, l'idée, c'est de concerner effectivement les distributeurs, les producteurs, les consommateurs et de mettre en route tout un réseau qui devient très riche. Donc, sur Saint-Étienne, Didier, l'autre jour, tu nous en reparlais de la ferme au quartier. Vraiment... Donc, j'ai articulé les deux. C'est ça.
c'est ça qui est très intéressant. Donc, il y a cette plateforme qui peut développer les circuits courts avec toute une distribution de plus en plus conséquente. Il y a aussi un supermarché coopératif, la Fourmilière. Oui. On a pas mal de biocoop qui sont très inquiètes et qui sont très soucieuses de pouvoir trouver le moyen d'une entraide et d'une solidarité avec ceux pour lesquels c'est plus compliqué. Donc, il y a beaucoup, dans plein d'endroits, dans plein de magasins, ce travail autour du prix arrondi en caisse, hein, où on fait un don, en fait. Il y a ce travail autour des cartes de fidélité qui peuvent être aussi données par les clients à des associations. Donc, voilà, on se rend compte que sur le bassin stéphanois, il y a beaucoup d'acteurs concernés et volontaires. On a aussi des liens avec des producteurs. Et ce qu'on trouve très intéressant, c'est que les producteurs et les habitants de quartier, ils ont des réalités sociales très semblables. Hein, Ils ont des réalités sociales très proches, tu dis? très semblables. C'est Oui. beaucoup des bénéficiaires du RSA. Et ce qui est intéressant, c'est de sentir que, eh ben, on a tous ces points communs font que ça va devenir possible de construire et de l'entraide et des relations beaucoup plus proches. Là, sur la Fourmilière, on est en train de se questionner sur un mode de parrainage qui permettrait à des coopérateurs, à des personnes intéressées pour devenir coopérateurs, de pouvoir être introduits par un coopérateur qui est déjà en place et d'être accueillis à la manière de ce que savent très bien construire ATD Carmonde. Ce parrainage où on est soucieux de quelqu'un, on va à son domicile, on se donne rendez-vous, on se rejoint à un endroit pour de plus en plus prendre l'habitude de se croiser et de travailler ensemble sur toutes ces questions qui nous concernent tous. Donc voilà sur ces 3 axes qui nous paraissent croiser des grosses questions de la société actuellement. Super. Voilà en gros. Vraiment très intéressant, hein. Très intéressant. Et c'est vrai que oui. Oui, je voulais juste te dire, Josiane, qu'on a le projet de faire un forum sur l'alimentation. J'espère que tu voudras bien nous parler de ces vracs et de tout ça, quoi. Parce que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'avais déjà relevé quand tu en as parlé au forum précarité. CH3 a aussi relevé parce que oui, c'est beaucoup. Et je pense que ça intéresse énormément de monde. Oui. Et comme on va faire un forum sur l'alimentation, si tu pouvais... Enfin, je pense que Didier est d'accord, si tu pouvais en parler, ça serait très bien. Non, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Non, dans ce que tu as dit, on a fini là sur l'exposé. Alors, je pourrais, si on a 5 minutes, peut-être vous dire un peu ce qu'on développe au long de l'année, mais peut-être que c'est bien politique. Sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, oui, ça me paraissait important parce que c'est vrai qu'on part toujours de ce qui est manifesté hein, comme besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que ça nous permet de vivre tous ensemble. Et là, avec cette histoire du Covid, du confinement, on a été extrêmement limité pour être auprès des populations d'une façon concrète. Et en novembre, on a beaucoup développé de temps de soutien scolaire. On ne pouvait plus que faire ça. Et grand bien nous en a pris parce qu'on a réalisé que pour tous les enfants, moi, j'avais senti qu'en fait, le problème pour les enfants des milieux populaires, il y avait un tel écart de compréhension, hein, d'une façon de se comporter en société, d'être en lien ensemble, les us et les coutumes qui n'étaient pas communes aux uns et aux autres. Et oui. Il y avait un tel écart d'incompréhension que ma crainte, c'était que les enfants ne sont pas très concernés par ce milieu scolaire qui était vraiment très étranger à ce qu'ils avaient l'habitude de vivre et dans lequel ils s'y reconnaissaient très peu. Et en fait, en étant très présent avec une équipe conséquente d'adultes, attentive, bienveillante, on a vu énormément d'enfants progresser dans leurs apprentissages, progresser dans la confiance, progresser dans l'intérêt et dans l'envie. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Les enfants ont vraiment envie d'apprendre et s'intéressent à tout, même à la conjugaison, aux multiplications. Et ça, c'est très réjouissant de sentir que tout enfant peut trouver sa place à l'école et y trouver du plaisir. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. On a aussi développé un café des ados. Alors c'est rigolo parce qu'il y a 2 ans de ça, les adolescents nous interpellaient un peu jaloux
de ce café des femmes où les femmes se réunissaient régulièrement. Et ils disaient, ben, effectivement, pour nous, ça serait quand même pas mal. Et ce que j'avais trouvé touchant, c'est que c'est des gamins qui savent très bien impressionner un peu l'environnement, être un peu insolents, et ils réclamaient un café des ados. Donc, je les avais trouvés très touchants. Et ça permet de se dire, ah ben, c'est des enfants hein, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc, ce qui est intéressant, il existe depuis 2 ans. Donc, c'est vraiment très, très proche de ce qui s'y vit au Café des Femmes. Hein. Ils vont, ils viennent, ils remplissent des CV, ils remplissent des lettres de motivation, ils jouent aux échecs, ils discutent ensemble, ils parlent de projets, de vacances, de choses comme ça. Et ça nous a permis d'accrocher des mômes très, très en difficulté, qui sont beaucoup dans les conduites addictives, les stupéfiants. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils continuent à venir nous voir et avec lesquels on sent de pouvoir vraiment faire un travail autour du soin. Donc ça, c'est compliqué parce qu'on a des tout petits bras et qu'on n'est pas suffisamment nombreux et qu'on n'est pas beaucoup rejoint par les structures du quartier. Ça reste encore un peu compliqué. On espère que les liens vont devenir plus solides et plus fiables tous ensemble. Et voilà. Il y a un centre social il y a un centre social. Voilà. Il y a le centre social. Vous travaillez bien avec eux ou pas? De façon épisodique. D'accord. Non, non, mais la voilà. réponse est claire. Oui. Oui. Donc, on a beaucoup de liens avec des partenaires associatifs, mais qui ne sont pas forcément directement sur le quartier. Et ça, c'est assez commun. Hein. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, on est tous en difficulté et en précarité financière, et que chacun se pose la question chaque année de sa pérennité. Et je pense que ça nous met tous en difficulté et qu'il y a eu un repli sur soi par rapport à… Il y a des logiques de survie un petit peu partout aujourd'hui. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas de partout, en tout cas. Voilà, ça existe, en tout cas. Donc, voilà, pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire dans ce qu'on essaie de développer, beaucoup de liens très, très intéressants avec des gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. Pour les enfants. Super. Voilà, donc j'ai fini hein, sur ce que j'avais à vous partager. C'est vraiment chouette, hein, tout ce que vous faites. Formidable, oui. Et c'est aussi formidable que ça puisse être connu de tout le monde maintenant. Moi, je trouve que ça peut vraiment donner des idées aux gens et impulser des envies de faire quelque chose comme ça chez eux. Et ça c'est un côté très important grâce à cette interview. Voilà, c'est formidable. Tout à fait. Alors, dans ce que tu as dit, il y a plusieurs choses qui interfèrent avec des projets qu'on peut avoir ou des rêves qu'on a. Hein, parce que nous, on est comme toi, on a tellement de sollicitations avec tellement peu de moyens que on est, des fois, on lance des trucs et puis ça ne va pas au bout, tu vois. Et donc, on est embêté pour qui soit… alors, Claude a parlé du forum alimentation. Effectivement, une des choses qui est ressortie, c'est bien cette dimension de l'alimentation à travers tous les échanges. Il y a énormément de possibilités. Hein. On a dans le réseau l'animateur de la Confédération paysanne Nouvelle-Aquitaine. On a, enfin, tu vois, plein de gens comme ça. Hein, un jeune. Hein. Mais il y a aussi le projet de lancer des groupes d'entraide. Parce que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens isolés avec l'aggravation de la crise économique et de la crise sanitaire. Oui. Il y a des militants qui désespèrent parce qu'ils ne voient pas de perspective macro et donc qui ne sont pas habitués à réfléchir au chacun peut dire ce qu'il fait, le dire
avec le regard des autres, mais sans jugement. Ça, c'est un peu un truc basique. Et puis après, il peut y avoir des actions communes qui se greffent, etc. Moi, j'ai vécu ça depuis 50 ans. Hein, je fais Oui, on n'invente pas, mais c'est bien et donc, on reprend ce qui a existé dans les cellules du PC quand le PC faisait ça, hein, les groupes d'action catholique, des loges maçonniques même, hein, et puis des groupes informels de toute nature et dans certaines assos, etc. Enfin, on n'invente rien, mais c'est le moment, je pense, de le relancer, quoi. Hein. Je vous rejoins complètement parce que je pense que c'est un peu le cœur de notre difficulté, c'est d'avoir tellement perdu l'habitude de se rencontrer que on s'ignore trop et on passe à côté de ressources. La ressource, c'est ça, le moteur, c'est vraiment la rencontre avec les autres. Et là, vraiment, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on sent… Alors, c'est marrant, hein, d'autant plus que ça devient de plus en plus compliqué avec ces histoires de distanciation sociale. Mais on se rend compte que c'est l'essence qui nous permet après de construire les choses. Oui, tout à fait. Bon, et puis, il y a aussi sur l'éducation. Alors, toi, tu es en lien avec Frédéric Jésus. Nous, on est en lien avec Jean Le Gall, qui est un des piliers historiques de Freinet, qui a 90 ans, hein, ou 80, je ne sais plus, ou 80, enfin, il est âgé. Un certain âge. Un certain âge, voilà. On est en lien avec Raymond Millot, qui a été l'instigateur de l'école coopérative de la Villeneuve à Grenoble pendant 25 ans, et qui, à 92 ans, a recréé un collectif éducation bien commun. Ah oui. Tu vois, et donc, autour de lui, il y a toute la vieille équipe des éducateurs Freinet, GFEN, etc., qui fonctionnent un peu en circuit fermé, hein, mais qui ont une expérience fabuleuse, quoi, hein, de coéducation, d'éducabilité de tous, etc. Et tu étais à Récy, tu as connu l'expérience du réseau des écoles de citoyens ou on s'est connus après, je ne sais plus. Un peu quand même, oui. Un peu. Donc, pendant 10 ans, on a développé à Récy toute une réflexion. Ah non, j'en ai entendu parler, mais je n'étais pas présente. Oui. Je n'étais pas présente. Et j'ai fondé ça, je l'ai animé, tout ça. Mais en 2009, j'ai eu le problème de ma mère qui a commencé un Alzheimer au moment où son mari partait. Et donc, en 5 ans, on a été beaucoup moins militants. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc, ça a cassé un peu la dynamique de Récy parce qu'il n'y a pas eu de reprise. Mais il y a toujours énormément de réflexion qui est là, qui reste. Et des réseaux, des bouts de réseau qu'on peut facilement… Oui, c'est ça. En t'écoutant, je me disais effectivement, tous ces bouts de réseau, à un moment donné, ils vont arriver à se croiser. Là, sur la pédagogie sociale, il y a la volonté avec le GPAS, c'est magnifique, c'est une très, très belle démarche là. C'est un groupe de pédagogues qui ont plus pris, alors c'est sur Brest, ils ont plus pris le parti de s'adresser à des tout petits groupes d'enfants, de 3-4 enfants, et de sortir, de trouver toutes les opportunités de sortie du quartier pour aller à la rencontre de professionnels, de théâtre, de tout ce qu'on veut. Bien sûr. Et on a très envie de construire quelque chose autour d'une réflexion de nos démarches. Donc, tu vois, je me dis, c'est tous des ferments qui ont des choses à se dire, là, tous les groupes que tu m'as cités. Enfin, oui. Et puis, je pense que Frédéric, ça lui fera beaucoup de bien parce qu'il commence à s'épuiser. Tu vois, il insiste beaucoup, tu sais, sur tous ces actions éducatives là, de territoire qui ne prennent plus du tout, qui sont endormies dans les dossiers et dans des tiroirs. Et j'ai senti l'autre jour une espèce de fatigue. Donc, je pense qu'effectivement, on a besoin de se ressourcer, de se redynamiser ensemble. Oui. Bien sûr. Et je pense qu'il y a aussi, on avait fait le lien à Récy avec l'éducation populaire, donc et dans l'éducation populaire, à la fois les appareils se sont institutionnalisés, et donc il y a une perte de substance énorme. C'est ça. Hein, dans la fédération des centres sociaux, si tu veux. Tout à fait. C'est catastrophique. Hein. Oui. Et à la fois, il y a des centres sociaux qui continuent à faire un travail extraordinaire. Accueil Goutte d'Or dans le 18e à Paris, c'est des frères, des amis de toujours, et ils font un travail énorme. Et donc, il faut arriver à discerner
ceux qui sont réellement dans une démarche d'émancipation, de fraternité, etc. C'est ça. Hein. Donc, c'est ça qu'on. Je vais essayer de lancer un truc là-dessus. Et vous arrivez à être aux aguets. Ah ben, on a déjà, enfin, il y a déjà dans le réseau Changer de Cap et les gens qui lisent la lettre, c'est un réseau extrêmement riche déjà. Oui. Extrêmement riche. On n'imagine pas que notre lettre est lue, mais elle est même lue régulièrement par Miguel Benassayag, par Claude Manson, par des gens, on est étonnés, quoi. Oui. Voilà. Mais dont on continue à avoir besoin, c'est super. Ah oui, c'est et donc, du coup, il faut absolument que. C'est très bien que tu aies expliqué ça, parce qu'on va le découper en petits morceaux. Hein. Enfin, on va prendre l'aspect éducatif, on va prendre l'aspect alimentation pour pouvoir nourrir avec d'autres, tu vois. Ah oui, puis là, sincèrement, je suis partante hein, sur ces deux questions essentielles. D'accord. Et puis, enfin, moi, ça m'intéresse vraiment la démarche des uns et des autres. Hein, ah, ben oui, ben oui. Alors, il ne faut peut-être pas qu'on fasse des choses aussi formalisées, peut-être qu'on l'a fait pour le forum précarité avec des choix, des débats, etc. Oui. Ça peut être un groupe qui échange, un groupe de travail pendant un temps, qui débouche après sur une rencontre, tu vois. Enfin, oui, voilà. Faut être souple, en fait, disons. Hein. Moi, ça m'irait très bien ce que tu décrivais. Voilà. Ah, c'est bien ça. Oui, bon, ben, c'est vachement bien ça. Eh bien, avec plaisir. Bon, et bon, là c'est juste une question hors sujet, annexe. Le groupe de Champolly, il existe toujours ou pas? Alors, tu sais, non. Ça a été compliqué et je t'y ai fait un petit peu allusion là, dans mon dernier mail. Tu sais, on a pu mettre en route la fabrique de la transition. Ah oui. Et c'est très, très proche de ce qui se passe au niveau de changer de cap. C'est territorialisé, hein, c'est sur le bassin stéphanois. C'est vraiment la volonté, tu sais, de mettre en lien tous ces espaces autour des questions de l'environnement, autour des questions d'inégalité sociale. C'est vraiment très, très proche sur le fait de pouvoir en construire un projet plus politique. Voilà, mais c'était ça l'idée pour moi. C'est ça, voilà. Donc, c'est assez nouveau et c'est assez solide parce qu'on a la chance d'être en lien avec pas mal de jeunes, tu vois, des 30-35 ans, très qualifiés, donc avec des compétences dans pas mal de domaines et très entrepreneurs, quoi, tu vois, très volontaires. Donc, ça promet de devenir dynamique. Je leur ai transmis d'ailleurs tout ce qui se passait au niveau de changer de cap parce que je pense que c'est vraiment important pour ah ouais, c'est super ça. Alors ça, c'est au fond, sur le bassin stéphanois, un espèce de réseau d'échange de savoir et de pratique entre les gens. C'est ça. De formation, de mutualisation et puis de formalisation de principes. Quoi, un espace de réflexion politique. Hein, ah oui, c'est ça qu'on n'a pas, nous, encore. Hein. Je me sens un peu loin quand même. Non, mais c'est ça qui me plaisait vachement au moment où il y a eu les week-ends à Champolly, j'avais pas dire, hein. Oui. Mais là, je pense qu'il y aura, tu vois, dans les visios, il y aura des occasions pour que tu puisses les rencontrer. Finalement, là, bon, la visio, ça fait vraiment pas tout, hein, mais ça permet effectivement d'avoir des temps. Et là, ce soir, on n'aurait jamais pu faire ça. Ah ben oui. Ah, puis, j'aurais pas eu l'énergie, tu vois, d'aller sur Paris. Donc évidemment. Non, c'est clair. C'est clair. Nous, moi, je découvre hein, que ça peut être la phase positive du numérique. Hein. Oui. Qui permet effectivement des vrais échanges. Quoi. Oui, tout à fait. Non, c'est bien. Bon, c'est hyper abondant tout ce qu'on a dit. Oui. C'est très bien. Je vais vous laisser, les amis, mais vraiment merci de votre intérêt. Ça porte. Hein. Et nous qui te remercions. Hein. Au revoir, Josiane. Très bientôt. Vraiment très grosse bise à vous deux. Merci. Et à très bientôt. À vendredi. Donc, c'est très bientôt. Salut, Josiane.
Bon, moi, je quitte et toi, tu fermes? Oui.